Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie qui s'intitule donc transfert énergétique par travail et puissance. Alors, on avait vu dans la partie précédente que lorsque j'appliquais une force à un objet, eh bien, il y avait plusieurs conséquences possibles. Première conséquence, cette force va augmenter son énergie cinétique, c'est-à-dire augmenter sa vitesse. Deuxième possibilité, cette force va ralentir cet objet, c'est-à-dire qu'il va diminuer son énergie cinétique. Et puis aussi un dernier cas où la force qui est appliquée ne va pas changer son énergie cinétique. Donc cette force, si elle donne de l'énergie cinétique, ça va faire qu'elle va augmenter cette énergie cinétique. Et donc c'est un transfert d'énergie. Et ce transfert d'énergie, c'est ce que l'on avait appelé dans la partie précédente la notion de travail. Donc quand on dit qu'une force travaille, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir modifier l'énergie cinétique d'un objet. D'accord? C'est l'énergie, c'est un transfert d'énergie, comme par exemple la chaleur est un transfert d'énergie thermique. On va changer l'état thermique d'un objet, ou par exemple la lumière, le rayonnement permet donc de transférer l'énergie. Et bien le travail, c'est le transfert d'énergie lorsqu'on applique des forces à des objets. Donc c'est ce que je vous mets ici en introduction. Donc on vous dit lorsqu'une force travaille, elle transfère de l'énergie au système, ce qui a pour conséquence de faire varier sa vitesse et donc son énergie cinétique. Alors on va aborder donc la notion de théorème de l'énergie cinétique. Alors qui dit théorème dit quelque chose qui se démontre. Alors moi je vais pas vous le démontrer, il faut avoir un bagage mathématique plus important pour pouvoir le démontrer, ce qui n'est pas le cas dans votre classe. Par contre, on va essayer de le comprendre intuitivement. En fait, imaginons que je connaisse le travail d'une force et que je sais que par exemple cette force est motrice. Ça veut dire qu'elle va augmenter la vitesse de mon objet. Donc ça veut dire que l'énergie cinétique de départ va être plus faible qu'à l'arrivée. C'est-à-dire que je vais augmenter mon énergie cinétique. A contrario, si je prends maintenant une force, un travail qui va être résistant, ça veut dire que forcément, mon énergie cinétique va diminuer. C'est-à-dire que mon énergie finale cinétique sera plus faible qu'à l'arrivée. Et donc, on imagine bien maintenant que si je connais bien toutes les forces et tous les travaux des forces, je vais pouvoir déterminer quelle est la variation d'énergie cinétique. Donc, intuitivement, on le comprend. Maintenant, mathématiquement, ça se démontre. Et on va essayer de l'écrire maintenant, sous forme symbolique et mathématique. Alors, on vous dit donc, la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Donc variation d'énergie cinétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en bleu, c'est mieux. Donc ici variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire un delta EC. D'accord? Donc je vais marquer delta EC pour variation d'énergie cinétique. Alors je vais quand même préciser de A vers B en ayant une petite flèche ici. Alors je la mettrai pas souvent ou alors je mettrai entre parenthèses, mais en tout cas delta EC, ça veut dire variation d'énergie cinétique lors de mon déplacement du point A vers le point B. Alors c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à la somme. Donc somme, ça s'écrit sigma, c'est un sigma majuscule. Somme des travaux, donc W, de A vers B, de toutes les forces. Alors les forces, ça se nomme F, et je vais noter en petit indice, alors c'est pas bien fait, parce que, voilà, oula, problème, je reviens, excusez-moi. Euh, donc ici, c'est un indice petit i, donc petit i, pour dire que justement, ça peut être, le i c'est quoi? Ça peut être 1, 2, 3, 4, la force numéro 1, la force numéro 2, la force numéro 3, donc i, c'est un nombre entier positif. Donc on peut mettre aussi somme sur i, ce qui veut dire que voilà, je vais faire la somme de toutes les forces. Alors je vais peut-être pas laisser assez de place, j'aurais dû laisser un peu plus de place. Donc c'est égal à quoi? La variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique que j'ai à la fin, donc c'est l'ECB moins ECA. Vous voyez que en fait cette variation d'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique au point B, c'est-à-dire l'énergie finale, moins l'énergie A, c'est-à-dire l'énergie initiale. Et donc cette variation d'énergie, c'est égal à la somme de tous les travaux. Évidemment, si je sais si les forces vont augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse, si je fais la somme de tout ça, je pourrais connaître la variation d'énergie cinétique. Alors, ce théorème-là est très important et très utilisé pour deux raisons.
Alors, soit par exemple pour connaître la vitesse finale de n'importe quoi, hein. Si je connais toutes les forces qui s'appliquent à mon système, je vais être capable de calculer tous les travaux qui s'appliquent à mon système. Et si je connais par exemple la vitesse initiale, souvent on la connaît, hein. Par exemple si c'est un projectile, un boulet de canon ou n'importe quoi qu'on va envoyer, eh bien je vais être capable de déterminer son énergie cinétique et donc sa vitesse finale. D'accord, hein, c'est très intéressant. Si j'envoie quelque chose avec une certaine force, eh bien je pourrais connaître la vitesse à la fin lors de mon trajet. Donc ça c'est un des premiers points. Et deuxième utilité, en fait je peux le prendre à l'envers. Si je connais mon énergie cinétique finale et initiale, en gros si je connais les vitesses initiales et finales, eh bien je vais être capable de calculer la somme des travaux. Alors la somme des travaux, certains travaux sont très faciles à calculer, comme le travail du poids, on l'avait fait avant. Par contre, pour les forces de frottement, c'est très compliqué à calculer. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour connaître l'intensité des forces de frottement, eh bien, si je fais une expérience, par exemple, si je prends une voiture, on avait vu la dernière fois que justement, vous avez un coefficient de traînée pour les voitures, c'est-à-dire les forces de frottement qui vont s'appliquer dessus. Hein, pour une voiture, on comprend bien qu'il va falloir minimiser ces forces de frottement, et pour ça, il faut pouvoir les calculer. Donc, on peut faire une expérience avec une voiture, hein, si elle se déplace d'un point A à un point B en connaissant les vitesses initiales et finales, hein, c'est assez facile à connaître, eh bien je vais pouvoir déterminer, eh bien par exemple l'intensité des forces de frottement. Et donc dans ce cas-là, ça me permet donc d'optimiser d'autres paramètres de la voiture pour limiter justement ces frottements. Voilà. Alors les exercices que je vais vous proposer ici sont un petit peu plus compliqués que le reste. Vous essayez de le lire, on va essayer de le faire ensemble. Vous pouvez essayer de le faire tout seul, mais ça m'étonnerait que vous y arriviez à faire tout seul. Alors, on vous dit donc un solide de masse et m égale 920 grammes glisse sur un plan horizontal rugueux. Lancé à une vitesse V0 de 2 mètres par seconde, il s'arrête après un parcours d'une longueur de 80 cm. Faire un schéma de la situation et effectuer un bilan des forces. Alors, donc on va essayer de faire le schéma. Donc je prends un solide de masse m. Alors pour faire simple, je vais prendre moi... non, je vais peut-être pas le faire comme ça. Je vais le faire comme ceci. Je vais prendre un solide, donc je vais faire un rectangle. Donc ce solide se déplace, on va dire qu'il va aller vers la droite, donc je vais essayer de faire un rectangle à peu près similaire. Vous m'en voudrez pas si c'est pas exactement rigoureusement le même. Voilà, donc j'ai un deuxième rectangle ici. Et donc globalement, il va se déplacer. Alors on va dire que je pars de ce point A là, je vais prendre le centre d'inertie ici, et il va vers ce point B. Donc il va effectuer ce déplacement comme celui-ci. Voilà. Ça, c'est mon solide. Puis on va dire aussi, il est sur un plan, donc globalement, il est sur une sorte de table. Voici ma table. Voilà, c'est pas très facile pour moi à faire une table, hein. Donc j'essaie de faire une table. Non, c'est pas très beau, je vais quand même l'enlever. On va essayer de faire une table un peu plus jolie. On va le faire avec la règle. Voilà, avec ma table. Donc voici ma table. Voilà, c'est plus joli. Vous pouvez faire un schéma qui est beaucoup plus joli. Donc je me déplace de A vers B, et donc ici, eh bien, j'ai fait mon schéma, et maintenant je vais essayer de faire un bilan des forces. Alors premièrement, votre solide, hein, il est sur la planète Terre, donc ça veut dire qu'il va être soumis à son poids. Ça veut dire que je vais pouvoir tracer son poids, ici. Donc au point A, alors le poids je vais le faire peut-être, aller en violet, c'est bien ça, violet. Donc le poids est ici, voilà. Il se trouve comme ceci. Je vais noter donc ma petite flèche. Voilà. Je vais noter P pour poids. Ensuite, eh bien, il est sur un plan horizontal, donc ça veut dire qu'il va avoir bien une réaction, hein. Il y a la réaction du support qui va être présente. Je vais la faire en vert. Donc cette réaction du support, hein, elle est toujours verticale. Elle est de même norme que votre poids, ce qui veut dire que vous allez avoir la même longueur. Ma flèche violette et ma flèche verte doivent être de la même longueur. Alors moi je ne sais pas combien ça fait exactement, vous devez la faire de la même longueur. Donc ça c'est ma réaction R. Et puis il y a un autre point dans l'énoncé, on vous dit donc on est sur un plan horizontal rugueux. Un rugueux ça veut dire que ça va frotter. Ça veut dire que vous allez avoir des forces de frottement. Les forces de frottement sont toujours dans le sens opposé au déplacement. Donc moi je me déplace de A vers B, hein, de manière horizontale, ce qui veut dire que vos forces de frottement seront elles aussi horizontales, mais par contre dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Donc voilà, je vais avoir mes forces de frottement.
que je vais noter petit f. Comme ceci. Alors, je résume hein, pour les forces, hein, vous avez le poids, donc le poids P. J'ai la réaction du support, qui se nomme R, et puis j'ai les forces de frottement, que je vais appeler petit f, avec une flèche, hein, évidemment c'est un vecteur. Alors, donc voilà, j'ai fait mon bilan des forces et j'ai fait mon schéma de la situation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer la valeur de F de la force de frottement supposée constante. Alors évidemment, cette question est un petit peu vague. Dans les énoncés qu'on ferait ensemble, je détaillerai bien plus que ça les questions, parce que là, évidemment, on ne sait pas trop comment faire. Hein, c'est souvent ça les problèmes de physique, souvent on ne sait pas trop comment démarrer. Bah, on va quand même essayer de se dire, bah tiens, peut-être qu'on va appliquer ce que l'on a vu ici. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc on va essayer de noter la variation d'énergie cinétique entre A et B, et puis on va essayer de calculer eh bien, les travaux. Alors, je vais commencer par calculer tous les travaux, puisque je viens de déterminer quelles sont les forces, je vais essayer de déterminer le travail de toutes les forces. Alors, le travail de P, donc je note W de A vers B du poids. Voilà, c'est égal à quoi? Alors regardez bien, ici votre poids est perpendiculaire au déplacement, et on avait vu avant que lorsque j'avais une force qui était perpendiculaire au déplacement, eh bien le travail était nul. Donc c'est assez facile à calculer le travail du poids, puisque du coup là, il va être égal, forcément, égal à 0. Maintenant, je fais la même chose pour le travail de A vers B de la réaction du support. Donc je mets W de A vers B de R. Donc c'est égal à quoi? Bah regardez bien, bah, c'est la même chose, hein, puisque R ici est perpendiculaire à mon déplacement. Ça veut dire qu'encore une fois, eh bien, j'ai 0. Et le dernier, c'est le travail des forces de frottement. Donc c'est W de A vers B de petit f. Alors, c'est égal à quoi? Alors là, par contre, c'est pas perpendiculaire au déplacement. Par contre, si vous regardez bien, entre mon déplacement ici qui est horizontal et ma force de frottement, eh bien, j'ai un angle. Cet angle ici, hein, il est là. C'est de là jusque là. C'est 180 degrés, hein, c'est un angle plat. Ça veut dire que ici, regardez bien, je suis dans la situation où si je calcule mon travail du poids, hein, alors la définition du poids, c'est quoi? C'est F scalaire AB. Voilà. C'est donc égal à la norme de F fois AB fois le cosinus de l'angle que je vais appeler alpha ici. Donc ici, c'est alpha. Donc ce cosinus alpha, c'est 180 degrés. Alors après, il faut savoir que cosinus de 180, c'est moins 1. Ça vous donne que F, peut-être remarqué en bleu, c'est pas grave. Donc ça vous donne moins 1, évidemment. Je vais peut-être détailler un petit peu pour que tout le monde comprenne bien. Donc je reprends, c'est mon F, fois AB, donc c'est ma longueur AB, fois moins 1, ce qui vous donne moins F AB. Voilà. Donc là, j'ai calculé la somme de tous les travaux, donc j'ai calculé ça. Ben maintenant, je vais essayer d'établir la variation d'énergie cinétique entre les points A et les points B. Alors, ce que je vais noter ici, c'est que donc la variation d'énergie cinétique, donc delta EC, de A vers B, petite flèche ici, hein, c'est pas très bien fait, c'est une flèche. C'est égal à quoi? Donc c'est l'énergie finale, c'est l'énergie cinétique en B, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire en A. L'énergie cinétique, bah, c'est 1 demi de m v au carré. Alors attention au v, puisque ici c'est la vitesse en b. Hein, je vous rappelle que mon solide, en fait, il n'a pas la même vitesse au départ qu'à la fin. Donc c'est 1 demi de mv b au carré, moins l'énergie cinétique en point A, donc 1 demi de m VA carré. Alors, il faut ici que j'arrive à distinguer mes deux vitesses. La masse, c'est la même, donc ça ne change pas, c'est le même solide. Par contre, la vitesse à la fin n'est pas la même que la vitesse au début. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de raisonner avec l'énoncé. On vous dit, donc le solide de masse m 920 grammes glisse sur un plan horizontal rugueux, l'ancienne vitesse V0 égale 2 mètres par seconde. Ça veut dire que ça c'est ma vitesse initiale, c'est-à-dire que ma vitesse au point A. Donc je pourrais remplacer ici mon VA par mon V0.
D'accord, c'est la première chose. Et ensuite, on vous dit, il s'arrête après un parcours de longueur L 80 cm. Donc on peut connaître la vitesse à la fin puisqu'il s'arrête. La vitesse à la fin, c'est égal à 0. Ce qui veut dire, pardon, ce qui veut dire que le VB qui se trouve à cet endroit-là est égal à 0. Donc ma variation d'énergie cinétique, si j'écris, ici ça vous fait 0 moins 1 demi de m V0 au carré. Et donc maintenant, je sais que mon théorème de l'énergie cinétique me dit que cette chose-là est égale à celle-ci. Donc je peux marquer que d'après le théorème de l'énergie cinétique, j'ai moins 1 demi de m V0 carré est égal à moins f AB. Donc maintenant je connais tout, il faut juste que j'arrive à résoudre mon équation, ce qui n'est pas très compliqué puisque en fait j'ai ici le f, c'est ce que je veux, donc je vais passer le AB de l'autre côté, je vais diviser par AB, donc ce qui vous donne que conséquence, eh bien que j'ai f qui est égal à m V0 carré sur 2AB. D'accord? Alors AB, je l'avais appelé L, pardon, j'aurais peut-être pu l'appeler L. Bon, je l'avais appelé L ici à cet endroit-là. Je devrais l'appeler L. Je vais corriger. Bon, c'est pas grave, c'est la longueur L, c'est pas très très grave. Alors la masse, c'est combien? La masse c'est 920 grammes. Alors je fais attention, ce sont des grammes, il faut des kilogrammes, sinon ça ne marche pas. Donc je fais x 10 puissance moins 3, fois V0 carré. V0 vous dit c'est 2 mètres par seconde, donc je fais ça au carré. Je divise par 2 fois la longueur qui est là-haut de marqué de 80 cm, si ma mémoire est bonne. Alors attention, ce ne sont pas des mètres, donc il faut que je convertisse ça. Centimètres, c'est moins 2. Vous voyez que si vous commencez à buter sur les conversions, ça va être compliqué à trouver. Donc c'est pour ça qu'on, depuis le début, on essaie de faire attention aux conversions. Parce que sinon après, ça c'est juste la fin. C'est pas le but de la physique, pas de faire des conversions. C'est d'établir des lois. Et donc, si on fait cette application numérique, on trouve 2,3 newtons. Ça veut dire qu'en gros, grâce à ce théorème de l'énergie cinétique, je peux connaître l'intensité de ces forces de frottement qui est a priori assez compliqué à trouver. Connaître l'intensité des forces de frottement. Donc par exemple, là on peut imaginer une situation où justement, je veux tester différents matériaux de rugosité, par exemple, des choses comme ça, pour savoir quelles sont les différentes forces de frottement. Si j'ai besoin d'avoir plus de frottement ou pas assez de frottement. Imaginons par exemple on voudrait faire un support qui est capable de ralentir quelque chose, il faudra intensifier ces forces de frottement. Voilà. Donc en calculant ça de manière théorique, on peut déjà avoir une petite approximation. Voilà, ça c'était ce qui concerne le théorème de l'énergie cinétique. Il nous reste un dernier point à voir, c'est la notion de puissance moyenne. Alors souvenez-vous, en début d'année, je vous avais dit qu'il y avait une formule à connaître par cœur tout le temps parce qu'on l'utilise tout le temps, c'est justement la relation entre la puissance, l'énergie et l'énergie. Alors ça vous le faites pas parce que voilà, mais souvenez-vous, l'énergie c'est E égale P fois T, ou P fois delta T, peu importe, ça c'est vraiment à connaître. C'est-à-dire que l'énergie d'un système, c'est égal à sa puissance fois la durée. Alors, en fait, ici, l'énergie, qu'est-ce que c'est? Lors d'un déplacement, je ne vais pas plutôt forcément calculer une énergie, je vais plutôt calculer une variation d'énergie, mais ça change rien, c'est un delta E et égal un P fois delta T. Et donc, cette variation d'énergie, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on avait vu juste avant, ce sont tout simplement les travaux qui sont appliqués à votre système, puisque un travail, c'est une énergie, c'est une variation d'énergie. Donc là, c'est typiquement la définition d'un travail. Donc en fait, si je reprends cette formule, mais que je la change, si je mets ici à la place de delta E et que je mets W parce que c'est le travail, et que je divise par delta T, je vais obtenir la formule suivante. Donc si je veux la puissance, on vous dit donc la puissance fournie à un solide lors d'un déplacement d'un point A à un point B est une force d'une force F, c'est quoi? Eh bien c'est P est égal au travail de A vers B de la force F divisé par la durée. Voilà. Alors au point de vue des unités, P c'est donc la puissance. Donc puissance qui va se mesurer dans l'unité de puissance, c'est-à-dire les watts.
Alors, faut pas confondre évidemment entre le W unité et le W qui veut dire travail, hein. C'est comme mètre et milli par exemple, hein. On se trompe pas, hein. W à la fin d'un chiffre, ça veut dire watt, et puis au début, ça veut dire, si c'est une grandeur, ça veut dire travail, hein. Je sais, c'est compliqué la physique. W, eh ben non, c'est pas des watts. W, c'est une énergie, hein, c'est un travail. Donc ça, c'est le travail qui va se mesurer dans l'unité de toute forme d'énergie, c'est-à-dire le joule. Et delta T, c'est donc la durée du déplacement. Donc durée du déplacement, donc qui va se mesurer eh bien, en secondes tout simplement. Alors, petite remarque ici, hein, si P est supérieur à 0, si vous avez une puissance positive, hein, parce qu'attention, le travail, ici, alors la durée c'est forcément positif, mais le travail, hein, c'est une grandeur algébrique, hein, ça veut dire que ça va être positif, négatif ou nul. Donc je peux avoir une puissance positive ou une puissance négative. Si la puissance est positive, alors on va parler comme dans le cas du travail, donc on va dire que la puissance est motrice, puisque motrice, moteur, hein, voilà, c'est le féminin. Et si P est inférieur à 0, eh bien la puissance, elle est résistante. Donc résistante. Voilà. Alors, petite remarque, mais qui a son importance, parce que là, on va faire un petit calcul. Donc, pour un solide en translation, parcourant une distance d à une vitesse v, on a quoi? La formule de la vitesse, j'espère que vous la connaissez. V égale d sur delta t. D'accord? D'où d égale v fois delta t. D'accord? Et donc, cette distance que je vais parcourir, je vais essayer de l'insérer dans ma relation de puissance. Alors, ma relation de puissance, c'est quoi? Je vais vous la remarquer, c'est P égale le travail de A vers B de la force F divisé par delta T. D'accord? Alors, il faudrait que j'écrive un petit peu mieux. Divisé par delta T. Alors, le travail, c'est quoi? Sa définition, c'est la force, la norme de la force, fois la distance parcourue, fois le cosinus alpha, c'est-à-dire le cosinus entre l'angle entre la force et le déplacement, ici, que je divise par delta T. Alors, regardez bien ici, hein, puisque le D, finalement, c'est V fois delta T. Donc, je vais remplacer mon D par V fois delta T. Le F, je le garde, fois V. Pardon, c'est une fois, hein, je sais pas, fois V fois delta T. Et puis donc, j'oublie pas hein, que je multiplie encore une fois par le cos alpha, que je divise par delta T. Et donc, regardez bien, je peux supprimer mes delta T. Tac, tac. C'est-à-dire que je peux calculer la puissance moyenne lors d'un trajet comme étant quoi? P égale F, donc la force, si je connais l'intensité de la force, fois la vitesse, fois le cosinus alpha. Voilà, ça c'est une autre possibilité pour calculer la puissance moyenne. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir, à bientôt.